Voilà, écoutez, bonjour à tous ceux qui ont la gentillesse de nous écouter sur Internet. Je cherche désespérément un stylo dans la... Voilà, mais je vais en piquer un au directeur général des services. On va commencer en faisant l'appel nominal. Et comme je l'ai écrit à Nicole Beaufrère, il y a évidemment quelqu'un qu'on pourra mettre continuellement dans cet appel nominal de notre conseil municipal. C'est celui qui a été notre doyen pendant longtemps. C'est Bernard. Et je disais à Nicole, en lui demandant d'essayer de dire à Bernard, que nous avions fait un grand jury d'architecture il y a à peine une semaine, où nous étions traverse Bernard Beaufrère. Donc on lui adresse autant que faire se peut à tous un salut très amical en disant qu'évidemment il a sa place sur cette liste, je dirais un peu de manière totale et permanente. Voilà, simplement ça. Catherine Duvalet. Jean-Jacques Coquelet. Présent. Stéphanie Rousselin. Présent. Dominique Legault. Fadila Benamara, donner pouvoir à Christian Avolé. Christian Avolé. Présent. Rachida Dordain, donner pouvoir à Inchi Altuntas. J'ai oublié peut-être les deux petites feuilles que j'ai écrites juste sur mon bureau, si ça ne t'embête pas. Non, il n'est pas là, deux. Benoît Balu, voilà, qui nous a donné des nouvelles des beaux-frères parce que tu es leur voisin. Marilyn Deslandes, Nabil Goul, Inchi Altoutas, la Sénaïd Baba, Grâce Toubassou a donné son pouvoir à Monsieur le maire, Benjamin Marc a donné pouvoir à la Sénaïd Baba, Christophe Coplot, Jacques Le Cerf, que je vois, voilà, le ténor du basket. Ousmane Diaye qui a fait un très beau, voilà, Ousmane, Jacques a fait une très belle rencontre de basket. Merci. Jeanne Pouet, nous étions avec plein de Polonais l'autre jour, et elle a évité que je fasse une bourde, avec un sens de la diplomatie assez grand. Béatrice de Boissy, qui a donné son pouvoir à Catherine Duvalet. Oui, Catherine Bataille. Baptiste Godefroy qui a donné son pouvoir à Jean-Jacques Coquelet. Patrick Gressant. Sandra Ternisien qui a donné son pouvoir à Dominique Legault. Marc Guillon qui a donné son pouvoir à Aurélie Lefebvre s'il ne pouvait pas être avec nous. Géraldine de Lioncourt a donné son pouvoir à Marilyn Deslandes. Daniel Gassa. Tania Gut a donné son pouvoir à Ousmane Diaye. Aurélie Lefebvre. Ayoub Sabiri a donné son pouvoir à Nabil Goul. Anne-Cécile Vincent a donné son pouvoir à Stéphanie Rousselin. Et Vanessa Mansoaka Massala a donné son pouvoir à Benoît Balu. William Thierry n'est pas présent et il n'a pas donné de pouvoir. Au dernier conseil, me dit-on, M. Ousmane Diaye était secrétaire de séance. Je propose que ce soit Jean-Jacques Coquelet, puisque nous prenons les plus jeunes d'entre nous. Voilà. Il approuve et prend cette responsabilité. Celle-là, elle n'est pas bien méchante. Nous sommes dans la séance du procès verbal du 29 septembre 2025, où vous voyez ce très beau décor qui est ici. Vous avez tous lu, je le tourne vers la caméra, comme on dit parfois. Vous avez tous lu, évidemment, ce procès verbal d'une séance qui était courte. Rien à y opposer. Ne piquez pas le dossier de Madame Deslandes, Monsieur Ndiaye. Voilà, sur ça, Madame Lefebvre vous piquera à son tour sur votre dossier. Vous partagez. Partager, c'est tout l'esprit de ce conseil municipal. Donc, voilà, je vais me passer aux voix pour l'approbation de ce procès verbal. Qui s'abstiendrait? Personne. Je vous sens dissipé. Qui serait contre? Personne. Très bien. On va donc passer aux informations générales. Et je voudrais revenir sur deux personnes qui nous ont quittés. La première, c'est, vous le connaissez, Monsieur Cantrel, notre proviseur, pendant très longtemps, puisqu'il avait été proviseur de 2010 à 2017, de 2010-2017 à Marc Bloch. C'était quelqu'un que vous connaissez bien parce qu'il était également le frère de Florence Lambert et le mari de Dominique Cantrel. Dominique Cantrel qui avait été la principale de Pierre Mendès France, Florence Lambert qui est la mère de Pitre. Il était né lui-même, Jean-Pierre était né à Cantrel, Jean-Pierre Cantrel était né à Pitre, vous le savez. Il avait vraiment réussi, je crois, en dirigeant notre lycée. C'est peut-être parmi tous les proviseurs que nous avons eus, beaucoup étaient exceptionnels. Et je salue la dernière
qui était à un spectacle qui était à dimanche à la Traviata, Madame Typhon-Lefebvre. Je la salue évidemment très amicalement et c'est très gentil qu'elle continue de venir et qu'elle soit là. Mais Jean-Pierre Cantrel avait été ce proviseur de 2010 à 2017 qui avait été vraiment exceptionnel parce que il avait à la fois monté l'atelier Sciences Po, on l'avait fait avec Richard Descoings et je pense qu'il avait vraiment donné accès à des enfants véritablement de Val-de-Reuil, à une chance éducative et universitaire, qui peut-être ensuite s'est un tout petit peu modifié, ouvrant davantage, et c'est tant mieux, aux communes avoisinantes, les places de l'atelier Sciences Po, et avec des passerelles qui étaient moins évidentes. Il y avait énormément travaillé. La deuxième chose, on a vu Nicolas Bavray il n'y a pas très longtemps, on peut en penser ce que l'on veut, mais il avait inauguré le cycle des conférences que l'on faisait avec le lycée. C'était Jean-Pierre Cantrel qui en a vu l'idée, on les avait montées avec lui, et ça avait bien marché, toujours dans le même but, c'est-à-dire que 50% de lycéens, 50% de gens de la ville, les 50% de lycéens sachent remplir leur copie de je ne sais quoi, de philo, d'histoire ou de géographie, parce qu'ils avaient entendu une conférence qui leur donnait des idées d'introduction, des idées de citation. Et puis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait, ce qui serait plus difficile aujourd'hui, il avait initié les voyages longs à l'étranger. Un voyage en Australie, un voyage aux États-Unis qui s'était fait en cherchant à chaque fois des sponsors. Et puis, je pense qu'il avait vraiment beaucoup ouvert le lycée sur la ville et la ville sur le lycée, alors que peut-être c'était pas tout à fait la même chose. Je me demande s'il n'intervenait pas avec Monsieur Pacourgian, mais comment s'appelait le proviseur historique du lycée, celui qu'il avait, Courgian, je crois. Soudjian. Et donc, c'était difficile de marquer sa place. Il l'avait fait de manière remarquable. Je dois dire qu'on était également très reconnaissant à Jean-Pierre Cantrel d'avoir fait rentrer le lycée Marc Bloch parmi les 3 lycées premiers de la région Haute-Normandie. Ça ne nous est pas arrivé très longtemps, ça ne nous est pas arrivé de nombreuses fois, c'est arrivé avec lui. On était le 3e lycée et le premier de l'heure. Et c'était quelque chose dont on pouvait être assez content. Lui aussi, du coup, avait été, je dirais, félicité par ses autorités, puisque il avait été nommé à la tête pratiquement d'un des lycées les plus grands de la Haute-Normandie, qui était le lycée Guy de Maupassant à Fécamp. Et peut-être que pas mal de choses s'expliquent par les gravures qui étaient à son bureau. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à être entrés dans son bureau, mais il y avait toute une série de gravures africaines. Et la gravure africaine, c'était qu'avant l'âge de 30 ans, Jean-Pierre Cantrel avait eu une autre vie. Il était ingénieur et il avait été successivement en Somalie et en Éthiopie, dans la Corne de l'Afrique, et en Centrafrique, où il avait participé à des projets de construction. Et il avait véritablement un amour de l'Afrique qui ne l'avait pas quitté. Donc amour de l'éducation, amour de l'Afrique. C'est la première personne. La deuxième personne, vous le savez, mais on ne peut pas passer ce conseil municipal sans en dire un mot. C'est bien évidemment le père Bergenot. Vous le connaissez tous, né dans une famille très catholique, qui justement, et je trouve que c'est une espèce de chose compliquée, se rendait assez souvent à l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer, qui est l'endroit où se rendait Jean-François Bergenot quand il a eu un accident. Donc je dirais pas que la boucle était bouclée. Il était né en 1944 à la Sausset. Il était, c'est assez drôle parce que ça s'est dit lors de son enterrement à la cathédrale d'Évreux. Il avait fait un séminaire que je ne connais pas qui s'appelle Sainte-Marthe, qui est une sorte d'école nationale d'administration des curés, qui fait que normalement on sort à la curie justement, dans des trucs, etc. Et lui était sorti en devenant, alors là aussi on a changé les mots, ce que l'Église appelle maintenant prêtre en situation de travail, qu'on appelait le prêtre ouvrier autrefois, mais évidemment ça, plus personne ne veut dire ça. Donc, il était devenu prêtre en situation de travail, avec des entreprises turques de BTP auquel il avait travaillé à Louviers. Et ce qui est aussi une chose assez belle, c'est qu'il n'était pas devenu prêtre tout de suite. On verra pas prêtre, il était né en 44, il n'était pas devenu prêtre en 64. Il était devenu prêtre en 71. J'ai toujours eu l'impression qu'il avait vécu auparavant, mais je n'en sais rien et on ne sait pas qui sont les gens. Voilà. Alors, on sait les étapes ici qu'il a parcourues, vicaire général, de Monseigneur Gaillot, qui distribuait des chèques à tous ceux qui le voyaient venir. Et on avait dit, là aussi, je pense que Jean-François Bergenot, c'est une histoire qu'il m'avait jamais racontée, mais qu'on m'a racontée après. Les bons paroissiens d'Évreux avaient un jour, pour chasser Monseigneur Gaillot, déployé dans la cathédrale au moment de la messe une banderole, un calicot où il y avait écrit Bergenot traître. Ce qui montre l'ouverture d'esprit d'un certain nombre de milieux catholiques. Traître pour être le vicaire général
de Monseigneur Gaillot, dont leur but principal était de le faire partir. Et donc, si on y mettait un vicaire général, on résistait, enfin, on remettait les choses en ordre, et donc c'était moins évident de le faire partir. Et il en avait été très affecté, m'avait-on dit. Puis on sait qu'il a été secrétaire de la conférence des migrants. On sait qu'à l'église Saint-Bernard, l'église des sans-papiers, il était présent. Là, on sait aussi qu'il avait rencontré Dieu, comme le père Charles de Foucault l'avait rencontré au milieu du Sahara, ce qui avait donné lieu à un certain nombre d'autres choses, dont notamment son poste de secrétaire de la conférence des migrants, mais ensuite la parfaite amitié qu'il avait eue avec Nadia Benamara pour fonder ensemble l'association Vivre Ensemble. Voilà ce que je vous propose, et je trouve que c'est assez logique, c'est que nous nous levions et que nous respections une minute de silence pour ces deux hommes ensemble. Je vous remercie. Je pense que c'était assez normal de les associer. Je pense qu'il est également assez normal, j'en ai parlé à Dominique Cantrel, j'en avais dit un mot à Florence Lambert, que le 11 novembre prochain, comme on le fait à chaque réunion au monument Mémoire et Paix, on puisse rendre hommage à ces deux hommes. On disait tout à l'heure à Thomas qu'il y en avait un qui s'occupait des cerveaux et l'autre des âmes, ce qui paraît-il serait logé au même endroit, en fait, chez les hommes et les femmes. Donc c'était assez normal qu'ils soient complémentaires. Quelques informations générales. On a un ennui majeur avec le balcon urbain. Vous vous rappelez probablement que nous avions dû payer, vous vous en rappelez, la piscine qui est la piscine qu'on a aujourd'hui, très chère parce que nous avions été attaqués par un certain nombre d'entreprises de BTP qui avaient repéré que c'était l'endroit où toutes les toupies de béton de la ville venaient déposer le béton. Et on a, semble-t-il, la même chose entre le CCAS et la dalle à l'endroit exact du balcon urbain. Donc il va falloir demander un nouveau dessin à l'architecte qui en a été, l'architecte le paysagiste qui en était l'auteur, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc mais on ne peut pas faire autrement parce qu'on ne va pas creuser dans le... il y a des arbres par exemple, mais on n'arrive pas à faire les fosses des arbres parce qu'il y a du béton sur... comme c'est à peu près au même endroit, je me demande si c'est pas la même histoire. Il y a du béton sur plusieurs mètres de profondeur. Donc on n'arrive pas à le faire. On le fera, mais à un prix, il serait totalement un prix de folie. Donc les travaux se poursuivent, on essaie de faire des choses, mais on a un petit problème avec ça. Et donc il y en a pour 1 million d'euros, vous vous en rappelez. Le Pas du Coq, en revanche, les choses sont en train de se faire de manière assez jolie. Il y a deux modifications, enfin pas deux modifications. Vous avez vu que donc la mairie est bordée maintenant par, alors je sais plus où la mairie, oui elle est à gauche, moi je vois dans le long, et tant que je me le fais en large, mais c'est très bien, il va avoir un petit chemin qui va border notre jardin, et qui va aller jusqu'à la chaussée de Léry. Vous avez vu que l'Evergreen a bien pris, que les gens ont l'air assez contents, que c'est un endroit où je vois passer le samedi plein de vélos, et c'est assez rassurant et agréable. La question qui est posée, c'est que toute la voie de la ferme va être refaite et est en train d'être faite par IBS, et que la mairie va devenir l'endroit le moins ragoûtant. Les immeubles seront neufs, le parvis sera neuf, et nous on aura une mairie toujours. Donc on a demandé quelques solutions à pas trop cher pour faire en sorte que cette mairie puisse quand même tenir son rang, même si on espère que ce rang sera provisoire et qu'une vraie mairie nous accueillera un jour. La plantation des arbres c'est en novembre, mais les choses sont assez bien faites, et surtout c'est très bien accueilli, aussi bien par les gens de la chaussée de Léry que par les gens qui vont vers l'école, je crois enseignants, parents. Il y a un joli dessin qu'on m'a proposé, Pierre-Antoine Aurière m'a dit, je me suis fait vraiment gronder par Julien Tristan qui m'a dit là, et qui consisterait à repeindre un peu, là vous allez défaillir, la ferme des jeunes, ah, oui. Et en faire vraiment une vraie ferme normande, ce qui est plutôt une bonne idée si ça ne coûte que de la peinture. Démolition de Léo Lagrange, du retard suite à la découverte de béton pollué, là aussi de la dalle, décidément, la dalle nous poursuit, et donc réception fin septembre néanmoins des travaux qui consistent en faire réception des travaux de démolition, mais pas les travaux qui vont permettre l'aménagement du parking qui commence en novembre.
70 places de stationnement. Je ne sais pas si on a. Je me rhabille parce que je voyais dans l'écran que j'étais bizarrement accoutré. Voilà, donc à la place de l'ancien gymnase là où Lagrange. Ce parking qui va régler pas mal de problèmes puisque 70 places, dont 5 PMR, absorption des eaux de pluie comme on le fait partout par désimperméabilisation grâce à de l'Evergreen, 47 arbres plantés, 2 bornes de recharge électrique doubles, ça doit faire 4 à ce moment-là s'il y en a 2 doubles, et surtout quelque chose qui ressemble à ce que nous avons fait à Alphonse-Allais. La passerelle sur l'heure, elle est finie. Nous avons fini par trouver une date avec Bernard Leroy d'inauguration le samedi 18 octobre à 11 h. L'éclairage a été mis sur la petite liaison qui va de la voie d'Agobert à la passerelle, tout bêtement. Et il faut finir les 2 rubans de part et d'autre, mais monsieur Royer me dit que c'est rien de les faire pour que ça ressemble un tout petit peu à la promenade des Tilleuls. On a des ennuis pour ceux qui font de la médiation casque bleu avec quelques-uns des riverains qui s'étaient habitués, et je les comprends, à ce qu'il n'y ait personne qui passe dans cette grande avenue très large, mais qui était un terrain vague, et qui maintenant accueille le cheminement qui va de la gare à la passerelle. Et l'inquiétude qu'ils peuvent avoir, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui passent, qui regardent dans leur jardin. Ça, c'est la première chose. Et il y a des riverains qui étaient également pas contents que cette zone centrale soit fermée, parce que des gens qui prenaient déjà la passerelle passaient sur les côtés, donc sur les rues adjacentes. Donc j'espère qu'on va rentrer dans l'ordre, que ça va être quelque chose de joli. Normalement, ça doit être planté, si je me rappelle bien. Voilà. Et voilà. La rampe d'Agobert, c'est la rampe qui va relier la voie d'Agobert à la rue Grande, réalisée début 2026. C'est elle qui devrait permettre de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui passent devant la mairie, donc d'activer davantage la dalle, de telle manière qu'elle soit plus sécurisée, plus accueillante et plus agréable, et donc de faire en sorte que cette rampe végétalisée accessible aux personnes handicapées puisse mieux desservir cette partie de la rue Grande, et donc de la rendre plus passante. En faire, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Travaux annuels de voirie, on en sort, et nous allons donc, voilà la tête que va avoir la voie de l'Équerre, avec des travaux qui commencent le 13 octobre pour une durée de 2 mois. Alors moi j'ai vu 13 octobre, 24 novembre, ce qui ne fait pas 26 maintenant, 24, il y a écrit là-bas, 24 novembre, à 2026. Non, c'est 2025. Donc ça fait quand même pas 2 mois, et ça fait pas 2 ans non plus. Le principe, c'est de faire toutes les places en evergreen, de faire de la sécurité par des plateaux surélevés, et de faire ce qu'on appelle les oreilles de Mickey, d'une part à la sortie de la ressourcerie, d'autre part à la sortie vers la chaussée du village, de telle manière que les gens aient envie de sécuriser, plus vert, plus agréable, avec plus de place pour garer les voitures, et un traitement meilleur donné aux riverains par un trottoir en béton désactivé. Le programme, évidemment, prévoyait d'y mettre de nombreux arbres et d'en faire un boulevard ombragé. C'est totalement impossible compte tenu du nombre de réseaux qui passent à cet endroit-là. Si vous en voulez une preuve, elle a réussi à convaincre les habitants de la rue de l'Équerre, la voie de l'Équerre, il y a à peine 1 heure. C'est regarder les plaques en fonte qui sont sur le trottoir. Il y a une plaque tous les 3 mètres, généralement en quinconce avec une autre. Donc c'est l'horreur, c'est impossible. Donc vous voyez la tête que ça va être. Ça coûte 400 000 euros, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et c'est, on l'espère, des choses plus agréables pour les riverains, qui n'étaient pas trop revendicatifs. On s'est mis très en colère après, certains d'entre nous se sont mis très en colère, je ne sais pas qui, après les propriétaires du centre pas de loisirs, mais du centre commercial. Il y a un plan qu'on leur demande depuis longtemps qui est de changer les lampadaires. Ils les changeraient, mais on n'a pas vu comment. Il y a un plan de végétalisation. Ils végétaliseraient, mais on n'a pas vu comment. Ils referaient le carroyage et la signalétique, mais on ne s'est pas mis d'accord sur les entrées, les sorties, les flèches, les places à neutraliser du parking. Et une 4e chose, les gens étant très sales à Val-de-Reuil, ils mettent des papiers partout et ça ne sert à rien de leur mettre des poubelles. Je crois que c'est le moment où je vais exploser. Et donc, on a dit stop. Donc, il y a un rendez-vous vendredi à 19 h. Je le dis pour Christian Avollet et pour Dominique Legault qui vont le préparer avec les services, de telle manière qu'il y ait des poubelles, de telle manière qu'on neutralise quelques places pour permettre aux gens de tourner et qu'on regarde à peu près où sont les lampadaires. Maintenant, on remercie les investisseurs néanmoins d'avoir investi à cet endroit-là, ce qui est très utile pour la ville, on en leur est très reconnaissant, mais très franchement, un plan d'ampleur comme ça ne peut pas se faire sans que la ville soit un peu au courant et que tout soit un peu coordonné. Voilà. Et par exemple, des trucs de faire le parking se faisait le carroyage à l'arrache de nuit. Donc demain soir, de nuit, voilà. Et s'il y avait des voitures qui restaient dessus, ce qu'on avait évoqué, Christian, était ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on peignait à droite et à gauche de la voiture.
Non, là, c'est quand même pas très sérieux. Voilà. Donc, oui, mais donc on n'était pas content. Extension de l'école Coluche. On a vu un cabinet d'architecture qui s'appelle Atelier de Saint-Georges, qui est normand, qui va démolir et reconstruire la restauration, créer de nouvelles salles de classe, faire des aménagements intérieurs, végétaliser la cour de récréation. C'est pas très drôle parce qu'à partir de l'été 2026, il y aura une durée de 11 mois de travaux pour 2,3 millions. Financement de la DSIL, le département, dans le cadre du dispositif Mon École, Mon Avenir, et l'agglomération. C'est quand même du mieux pour Coluche qui arrive. Rénovation de la piscine, là on y est. Un spécialiste de piscine, avec lequel le dialogue et la communication n'étaient pas obligatoirement faciles, mais on a mis tous les deux nos masques et nos tubas et on y est arrivé. Rénovation et extension du hall d'accueil et des vestiaires, espace plus grand, plus accueillant, plus fonctionnel. Isolation et habillage de la façade d'entrée. Il y a la transformation du petit bassin, normalement, monsieur Tristan. Qui est à l'étude, qui est une deuxième phase. C'est ça? C'est ça. Je pense que ce serait utile pour le rendre plus ludique. 5 à 6 mois de travaux, la façade qui est là, et une troisième phase à laquelle on serait tout à fait sensible consisterait à mettre un spa, sauna, hammam, déconnecté de la piscine, travaillant avec tant que la piscine est ouverte, mais déconnecté de la piscine pour, et peut-être se donner en sous-concession à quelqu'un, de telle manière que cet établissement, parfois mixte, parfois pour les femmes, parfois pour les hommes, parfois pour les gens de la piscine, puisse fonctionner. Là aussi, il y a pas mal d'argent qui est à mettre dessus. On a de la dotation de la politique de la ville et bientôt une réponse de l'Agence nationale du sport. Voilà, moi je rappelle que je connais bien la ministre du Sport et je trouve bête de ne pas lui écrire. Vraiment, je pense qu'il faut le faire. Voilà. Voilà, elle est bien, Marie Barzac. On l'a fait. Ah bon, on l'a fait. Parfois. Voilà, c'est assez beau ce que montre. Voilà, c'est l'entrée. Il y a des choses bêtes. Ceux qui la connaissent bien, Jacques qui la connaît bien pour avoir été longtemps adjoint au sport, et puis ceux qui vont nager, il y a des trucs qui sont pas orientés vers le bon endroit. Enfin, on a des trucs dans le dos. Voilà, donc il réoriente tout et c'est quelqu'un qui construit les piscines. Donc il sait un peu les flux. C'est également pas mal pour le pédiluve, les douches, les vestiaires. C'est plutôt bien foutu et ça nous ferait rentrer dans quelque chose de plus moderne. On peut d'ailleurs lire, pour tous ceux qui le veulent, le rapport de la Chambre régionale des comptes sur les piscines de l'agglomération et qui vous montrerait que 43% des revenus de la piscine Glacéo de Louviers sont pour une part détournés vers Caséo, vers la patinoire Glacéo, ça c'est assez drôle, mais que surtout ça représente 43% des revenus. Donc c'est le contribuable de l'agglomération Seineur, le contribuable, nous tous, paye pour les usagers de la piscine, qui payent eux pour le concessionnaire de la piscine. Donc le concessionnaire touche 43% de notre argent de contribuable sans que nous ayons été vraiment mis au courant. Je signale qui plus est que la Chambre régionale des comptes fait remarquer que quand il a signé sa concession, il avait prévu avant le Covid que les tarifs n'augmenteraient pendant la durée de la concession que de 2,8%. Ils ont augmenté de 34%, ce qui n'est jamais que plus de 10 fois plus. On va être honnête jusqu'au bout. Il y a 2 années un peu spéciales qui ont justifié que... voilà. Centre de loisirs de l'éléphant. Cet hiver, réalisation des travaux de rénovation du petit bâtiment, rénovation intérieure, ravalement extérieur, création d'un abri vélo et suivront les travaux de réfection et de modification de l'entrée de la cour côté voie durable plutôt que côté chaussée de Léry. C'est une demande, je crois, des riverains. Aire de jeu, celle des Mousserons, agrandissement de l'aire de jeu et ajout d'un jeu, 30 000 euros. Écoquartier, création d'une nouvelle aire de jeu dans l'enclos à côté des poulettes relivalloises, demande qui arrive depuis longtemps. Balançoire tyrolienne, 135 000 euros. Et terrain multisport, que M. Tristan espère beaucoup, à côté de l'école Victor Hugo, avec réfection de l'enrobé, installation des équipements sportifs fin 2025, tout ça pour 150 000 euros. Ça fait grosso modo 300 000 euros de jeux. Développement durable. Peut-être un mot sur le baromètre des villes cyclables, Madame Rousselin. Vous êtes allée à Lyon. Oui, on n'a pas trouvé de saucisson pistaché dans nos casiers. Ah, c'est vrai, mais je vous ai ramené par contre Ouais. un peu moins rigolo. C'est le dossier de presse, si vous voulez voir les résultats, je peux le faire passer. Oui, on est allé chercher, on a été lauréat, enfin on est 3e au niveau national dans notre catégorie des petites villes. Derrière 2 villes qui sont plutôt des villes de bord de mer. Donc pour des villes qui sont pas en bord de mer, on est plutôt très bien placé. Et on n'est pas très loin du 2e, ce qui fait qu'on a eu un peu de mal à l'encaisser, mais voilà. On est à 0,01. Nous, on est 3e à 4,44 et le 2e, il est à 4,45.
voulez que je vous raconte l'histoire d'un président. Oui. Je peux vous raconter l'histoire d'un président de parc d'attractions que tout son staff avait convié à aller à Barcelone recevoir un prix. Oui, mais j'ai pensé à vous. Nous n'étions ni troisième, ni deuxième, ni premier. On était bien au-delà et on n'a rien eu. Oui. Et voilà, ça m'a fait une petite surprise quand vous allez prendre un prix. C'est sûr, on a dit, on est des Ben, nous aussi, on a eu la même chose. Voilà. Et donc c'était très intéressant parce qu'on a eu, ça nous permet d'avoir un regard en fait sur la politique cyclable de la ville et les points à améliorer. Parce qu'en fait après il y a des critères qui sont analysés sur le confort, la sécurité, par exemple les stationnements, enfin des choses comme ça. Et nous ça nous permet de travailler. Et en plus, maintenant, on a des cartes avec des... Ça donne accès à des cartes de la ville avec des points où on peut directement lire les remarques des gens, ce que les personnes ont fait, les personnes qui ont répondu, pour voir, par exemple, sur cette traversée-là, ce carrefour-là, c'est dangereux. Difficile. Voilà. Et on a pu participer là-bas à Lyon à un atelier aussi, justement, sur comment analyser ces résultats. Mais enfin, c'est déjà une démarche qu'on avait eue ici lors du prix précédent qu'on a eu il y a 4 ans. Et on est première ville normande de toutes catégories confondues. Voilà. On va le dire à M. Maillot-Rossignol, il va être content. Vous gardez peut-être votre micro pour nous parler du mois du développement durable. Agir pour l'environnement, c'est agir pour notre santé. Oui, on est... Ah, pardon. Oui, Jacques m'avait dit sur le vélo. À propos du point qui a été évoqué tout à l'heure, juste avant, le terrain multisport. Ah. Est-ce que c'est encore imperméabiliser le sol? Est-ce qu'on peut envisager que ça soit un enrobé poreux afin que on ne vienne pas imperméabiliser encore, quoi. Je pense que c'est pas mal de continuer nos développements environnementaux. Est-ce que vous autorisez, alors bien que c'est interdit, Monsieur Tristan à se glisser entre Jean-Jacques Coquelet et moi et à faire une réponse auquel il n'est pas autorisé, mais que nous l'autoriserons à faire. Je suspends la séance. On n'imperméabilise pas puisqu'on utilise la plateforme qui existait. On reprend la plateforme existante en fait. Non mais voilà. Je rouvre la séance. Voilà. Bon, voilà. Donc ceci ne sera pas mentionné évidemment au procès verbal. Non, mais l'ouverture de la séance, mais pas les propos de Monsieur Tristan. Voilà, on a réussi. Alors, pardon, le mois du développement durable. Jusqu'au 17 octobre, plusieurs animations vous sont proposées pour sensibiliser le lien entre l'environnement et la santé. Parce qu'en fait, quand on agit pour l'environnement, c'est pas simplement pour le bien-être de la planète, c'est surtout pour le nôtre, en fait. Hein. Parce que la planète, je pense que s'il y a des extinctions de masse, elle nous survivra. Donc la première chose à laquelle il faut qu'on fasse attention, c'est à notre santé. Il y a eu déjà une balade de nature en ville la semaine dernière, où on a découvert le patrimoine naturel de la ville. Il y a eu également sur le marché la présence de Veolia pour montrer la qualité de l'eau du robinet et l'intérêt de boire de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille en plastique, pardon. Il faut savoir qu'à Val-de-Reuil, quand on regarde la qualité des eaux de captage, on a la meilleure qualité des eaux de captage de l'agglomération, avec la forêt de bord. Donc, autant boire de l'eau du robinet, ça revient moins cher et c'est meilleur pour la santé. Il y a aussi des opérations de remise en selle, plutôt destinées là pour garder, gagner en autonomie. Donc plutôt avec un public plus âgé, on a fait les enfants, voilà, là on fait un public destiné à un public un peu plus âgé. Ça a lieu le 2, le 7, le 9, le 14 et le 16 octobre, en partenariat avec les guidons déboussolés. Donc en fait, ce sont des ateliers de remise en selle au fur et à mesure, on gagne en aisance en vélo, et ça se termine généralement par une sortie, et ils amènent souvent le goûter. Donc je vous conseille de vous inscrire. Pour le goûter ? Si vous voulez, mais ils ont souvent un goûter à la fin. On fait aussi le 4 octobre, samedi, au vu des remarques qu'on avait eues, notamment sur les épillés, je pense à Catherine, samedi, on fait une balade, une marche exploratoire, dans la ville, en compagnie de Nathalie, la responsable du chenil, et de Virginie Lesage, qui est éducatrice canine, qui vont il y a tout un circuit qui a été dessiné dans la ville et on va s'arrêter à certains points pour voir comment la place des animaux dans la ville.
Et en fait, ça se termine un peu avant la fête de la soupe organisée par Épireuil, Oui. par un spectacle sur le gaspillage, un travail sur le gaspillage alimentaire. Et il y a un spectacle pédagogique qui s'appelle Ratatouille Rhapsody, qui est destiné donc plutôt au plus jeune âge, quoi, mais qui pourra être ouvert à tous les publics si vous voulez y assister. Pour moi, c'est le jeudi 16 après-midi. Je pensais que vous feriez une projection de la grande bouffe de Marco Ferreri, mais non. Sur le gaspillage alimentaire, non. Ça, vous auriez eu des problèmes avec les parents encore 30 ans après ou 40 ans après. On continue la police intercommunale. Elle a été lancée avec Madame la maire de Léry. Notre police peut dorénavant aller sur le territoire de Léry. La vidéoprotection, caméra nouvelle rue Grande, caméra nouvelle rue Traversière, caméra nouvelle sur le secteur de l'église, 2 caméras sur le wagon qui filment la route de Louviers d'un côté et de l'autre, et une caméra sur le parking Animania. D'excellents résultats, me dit-on, des caméras anti-dépôt sauvages. Surveillance des parcs et jardins, on a maintenant nos 2 gardiens qu'on a recrutés, ça fonctionne bien. Et on me dit que la police a à la fois une nouvelle voiture, une Renault Austral, et de nouvelles jumelles laser qui sont capables de mieux appréhender la voiture, les excès de vitesse des voitures. On ne sait pas s'ils peuvent calculer l'excès de vitesse sur leur propre voiture. La rentrée des classes, elles sont très bien. J'ai tout un truc légère, maniable, extrêmement performante, plus efficace, etc., etc. Voilà, on peut rentrer des classes, effectif municipal, tout se passe bien. On a un problème à Victor Hugo, on en a parlé avec Catherine, qui est compliqué à résoudre. C'est qu'à chaque fois qu'on fait une école neuve, elle attire plus de monde. Tous ceux qui se retranchaient, allaient ailleurs, avaient une grand-mère qui habitait au Vaudreuil, une nourrice qui était à Louviers, ne l'ont plus soudainement. Et il faut aller à l'école Victor Hugo, donc elle est bien pleine. Ça pose problème. Je ne reviendrai pas sur les investissements, mais je vous dirais qu'un informaticien dédié aux écoles est arrivé. Il est dans le couloir. Agnès lui dit un petit bonjour. Non, il est reparti. On l'a déjà présenté. On ne va pas le présenter 2 fois, ce serait trop. Voilà, et il travaille avec Kuhn. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. Un vaste projet de relier tout le matériel informatique des écoles au réseau ville pour assurer une maintenance à distance plus efficace et plus rapide fait partie de ces projets. Présentation du dispositif à l'ensemble des élèves concernés de prévention scolaire. Très bien. Forum santé du 17 septembre. Peut-être Inji ou Marilyn, je ne sais pas laquelle des deux, nous dit le bien qu'elle pense de ce forum santé qui a assez bien passé. Peut-être le forum santé Inji, la semaine bleue, Marilyn. Oui. Alors, attendez, vous m'entendez bien? Oui, donc a eu lieu, c'était le 17 ou le 18, septembre dernier, 17, merci Marilyn. Le Forum Santé qui a attiré près de 320 personnes. Donc on peut dire que ça a été un véritable succès. Donc de nombreux partenaires, de nombreux habitants et autres qui sont venus nous rendre visite. Quoi dire de plus? Vous le savez, c'est un événement qui a été co-construit avec Épireuil. Et il est vrai que ce qu'on a pu observer quand même, c'est que sur des événements qui sont co-construits, ça fonctionne plutôt bien. Donc on va très probablement continuer à travailler de cette façon-là. Voilà, merci. Semaine bleue, moi on m'a demandé d'assister au défilé de mode, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il a lieu. Le vendredi. Je vais vous faire vite fait. La semaine bleue donc aura lieu du lundi 6 au vendredi 10 octobre. Elle commence toujours par la marche bleue avec un départ devant la mairie. Donc on se donne rendez-vous à 10h. Bon, après, il y a tout un programme. Vous allez sur le site de la ville, tout est expliqué. Et effectivement, ça se termine le vendredi 10 octobre à partir de 17h, où à la maison de la jeunesse et des associations, il y aura un temps fort où ce sera effectivement les personnes âgées qui vont défiler avec des costumes qu'ils vont avoir fait eux-mêmes. Donc apparemment, c'est très très bien. Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais ce sera un défilé musical, donc on vous y invite tous, bien sûr. D'accord, et puis des ateliers de remise en selle, de prévention routière, une grande dictée des gestes qui sauvent, la prévention des chutes, c'est toute une semaine pour les personnes un peu plus âgées que d'autres. Un retour sur la rentrée, mise en place du rythme scolaire de 4 jours. Moi, je dirais que politiquement, je le regrette, mais je le regrette vraiment, et que financièrement, on ne pouvait pas faire autrement, mais c'est triste. Il n'y a plus 3 accueils loisirs ouverts le mercredi, Cerveul-en-Voie Blanche et Trésorerie, mais en échange, on a désectorisé, donc on peut mettre son enfant dans celui des centres de loisirs que l'on préfère. Peut-être un mot sur le comptoir des jeunes, Catherine, si tu veux bien. Alors, le comptoir des jeunes, vous savez, c'est le lieu qui se trouve face à la Maison des jeunes et des associations et qui est ouvert depuis maintenant une année.
En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes donc de plus de 14 ans, on va dire même 16 et au-dessus, hein, qui est normalement prévu pour les plus grands, qui passent et qui viennent chercher de l'information, qui viennent chercher des renseignements pour le BAFA, pour le permis, pour leur orientation, mille et un sujets, ou même des choses plutôt personnelles, une orientation vers le planning familial, enfin toutes ces choses que les jeunes peuvent avoir besoin d'avoir sans les parents aussi quelquefois, hein. Et donc c'est ouvert et ça fonctionne plutôt bien. Je crois que c'est pas loin de 600, plus de 500 jeunes qui Alors, le sont chiffre, 570, selon quelque la chose préfecture comme de ça. police, c'est 573 573, voilà. en 3 mois. Qui sont passés là-bas. Je vous invite à y aller, même si vous n'avez pas cet âge-là, hein. Vous pouvez y aller, dire bonjour, rentrer et voir. C'est accueillant, c'est un lieu très accueillant. Et 45 jeunes qui ont eu permis citoyen ou passe-ton BAFA, ce qui est une bonne chose. Et ça se termine par, à la ferme des jeunes, le 9 octobre, première conférence Parcoursup, me dit-on, avec l'agence d'orientation. Alors, ce n'est pas la ferme des jeunes, donc c'est à la MJA. Et donc, c'est une bonne chose sur Parcoursup. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Oui, il y a tout un travail qui est fait aussi avec l'orientation, puisque c'est quand même important qu'ils puissent découvrir. Et le comptoir les aide aussi à présenter leur choix dans Parcoursup, parce qu'on sait tous, enfin tous ceux qui ont eu des enfants de cet âge-là, que c'est le parcours du combattant pour pouvoir faire ses choix, rentrer le CV, l'ensemble. Et ils sont aidés pour faire ça en partenariat avec la Cyberbase. Je passe au sport, Forum des associations, qui a été un succès le 6 septembre, mais il y a une demande assez générale que ça se passe plutôt un jour de semaine, entre 18 et 22 heures, ce qui, paraît-il, permettrait, c'est ce que j'entends. Alors, elle n'a pas été encore actée. Oh là là, ceux qui m'ont dit que c'était une demande générale devraient voir la tête de Madame Rousselin, de Monsieur Balu, pour voir à peu près que c'est pas une demande totalement générale, mais que, voilà, bon, donc, néanmoins, bon, je sais pas. Enfin, je sais pas, l'idée qu'il y ait une partie un peu vers 6 heures du soir, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, moi, hein. Je suis prêt à vous écouter là-dessus. En tout cas, ça a été un grand succès. Le match de basket à LM Évreux-Poissy, un grand succès également, Monsieur le Président du club de basket. Victoire de la LM, ce qui était un peu couru, normalement. Capillotracté, comment ça? Ah, d'accord. Triathlon des deux amants. Je pense qu'on a reçu une lettre de l'organisateur qui était très aimable pour dire tout le bien qu'il pense de la ville et de son organisation, y mêlant tous les secteurs, tous les services, les élus et même le maire, on lui remerciera. La rallye nordique qui avait lieu dimanche s'est bien passé avec 300 inscrits et je crois que ça s'est bien passé. Arrive le 4 octobre 2025, une course régionale dont 8 Polonais, le président du club Zamfir était là et quelques Polonais plutôt contents que Jeanne a cornaqué non pas sans coup férir, mais sans, je sais pas, bon, bref, elle ne s'est pas arrêtée de s'en occuper, quoi. Voilà, sans quelque chose, mais il y avait un verbe qui me venait, mais qui n'est pas prononçable, voilà, qui ne s'applique pas aux dames. Donc, c'est pas ça que je voulais dire du tout, mais c'est ça qui me barrait la tête quand même. Voilà, sans mollir, voilà, exactement, voilà, voilà, sans faiblir, sans mollir, sans ce que vous voulez. Moi, c'était un verbe du premier groupe. Bon, allez, arrêtons parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et nous sommes avant 22 heures. Donc, la course régionale d'orientation, samedi 4 octobre, ça a l'air d'être un truc très bien. Départ sur l'esplanade de Workington, donc devant la mairie. Accueil des participants à 9 heures. Ça a l'air superbe. Tournoi de judo label A, samedi 4 et dimanche 5 octobre. Décidément, c'est un jour où il va y en avoir. 1100 sportifs attendus au stade Jesse Owens. Grande compétition et présence de Romaric Bouddha. Alors là, j'ai besoin d'aide. Vas-y. C'est un judoka venant de Pitre qui fait partie de Heur Judo, qui était en équipe de France en moins de 66 kilos aujourd'hui. D'accord. Donc, Bon, moins de 66 kilos. Taekwondo, 18 et 19 octobre, une grande compétition internationale avec l'aide de notre ami Hassan Ikrasen et la présence de Firas Katoussi, champion olympique 2024 de 80 kilos, lui. La 20e édition du marathon Senneur, dimanche 19 octobre, ça n'arrête pas. Ils ont pris 1200 participants de plus, ce qui s'explique par le fait qu'il y a un 20 km qui part du Vaudreuil, mais qui, en termes de voiture, va être un cauchemar pour nous. Donc, autant, je me tourne vers tous les services, 1200 participants de plus, ça fait au moins une voiture par participant.
parce que voilà, ça va être très compliqué. Donc 4600 participants à la course. Autant dire qu'il faudra que le village soit animé et qu'on soit très en forme, nous. Exposition de voitures anciennes et de prestige également. À la piscine, donc on est très heureux, 5000 entrées cet été, ce qui était une augmentation par rapport à l'été dernier. Exposition, Madame Boulanger s'occupe beaucoup de j'apprends à nager, etc., etc. Et voilà, c'est des dispositifs qui fonctionnent bien. Je vais le plus vite possible. Le Gymnix vous embrasse les mains, tous collectivement, car il y a un nouveau praticable. Là aussi, je parle à ceux qui se souviennent du praticable qui était un peu faiblard et qui ne permettait plus d'organiser des, compétitions. Et puis le dispositif Passeport a été supprimé par M. Bayrou avant qu'il ne soit supprimé lui-même. Et malheureusement, la suppression du passeport, alors même si M. Bayrou est parti, pose problème. Et puis, activité multisport dispensée par les étapes de la mairie marche très bien. Culture, ciné-été a très bien marché, 4000 entrées. L'Arsenal, Madame Licitra fait preuve de résilience, puisqu'elle a eu successivement panne d'électricité. Le maire et Marine Imier qui sont venus vociférer sur la scène à sa place, il faut garder sa place. Monsieur Boivin, qu'on salue et qu'on aime beaucoup, qui fait un spectacle avec Monsieur Decoufflet en ce moment, qui lui a proposé de venir débattre au théâtre. Elle a un peu dit, mais c'est pas moi la directrice du théâtre par hasard. Donc la proposition de débat, voilà. Mais elle s'en est très bien sortie. Ça va pas le passer, la proposition de débat, alors qu'elle est elle-même directrice. Ça a tangué un peu là quand même. Voilà. Et donc elle s'en sort remarquablement bien. Et c'est tant mieux. La Maison de la Poésie, Madame Damour, a emmené un public très nombreux à la Maison de la Poésie, très très nombreux. Je ne sais pas si Aurélie voulait nous dire un mot sur ces deux événements. Yes. Oui, alors à l'Arsenal, il y avait quand même beaucoup de monde pour écouter cette première présentation de saison qui est quand même tournée autour des femmes, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Avec effectivement de la résilience parce qu'elle nous a fait un seul en scène dans le noir pendant une quarantaine de minutes. Elle a tenu quand même son auditoire dans ces conditions-là. Et puis, effectivement, la Factory qui est porte ouverte pour pouvoir accueillir tout le public nécessaire pour cette présentation de saison, la deuxième pour Charlène Damour. Alors, tout ça a été dynamique. Et je crois que le public féminin, et même ceux qui n'étaient pas publics, par exemple, ma femme aime beaucoup Madame Licitra, bien qu'elle connaisse les deux autres Ouistiti d'avant, mais elle aime beaucoup Licitra. Et je crois que Madame Licitra plaît beaucoup, et tant mieux, à un public féminin qui se dit qu'elle s'y reconnaît plus et que, par exemple, la programmation tournée autour du féminisme est quelque chose qui convient. Voilà. Tout à fait. Vous voulez des programmations autour du foot, vous, c'est ça? Et puis, une nouvelle direction qui ramène des nouvelles propositions. Donc, une nouvelle manière de présenter la saison. Au bout de elle a réussi après c'était un truc qui était très formaté par les deux prédécesseurs. Moins scénarisé, elle en a fait autre chose. Et voilà. C'est ce qui était plutôt bien. Voilà, il paraît que le cinéma nous amène à de nombreuses séances spéciales. 10 octobre à 20h, Je travaille pas et j'en ai fait mon métier, réalisé par Pierre Soletti. 17 octobre, Le vivant qui se défend par Vincent Verza. 7 novembre, Orly, en présence de son réalisateur Francis Teneca. Et beaucoup de choses, et notamment le documentaire La vie sera, le mardi 25 novembre à 20h, réalisé par Lucie Picot et Théophile Boticourt, avec un débat sur plein de choses. Voilà, l'Arsenal, la Traviata, on dit que c'était dimanche. Tournage de court-métrage, un court-métrage qui impliquera les athlètes du Val-de-Reuil olympique, lutte, et des figurants Roli-Valois sera en cours. Ils cherchaient, je crois, des figurants pendant le forum des associations. Et la médiathèque travaille beaucoup. Peut-être un mot sur la médiathèque, Aurélie, je ne sais pas si... Oui, tout à fait. Alors, je vais en reparler un petit peu tout à l'heure, mais plusieurs choses. Une fréquentation en hausse de la médiathèque, avec un nombre d'inscriptions très nettement en hausse cette année. Et puis une fréquentation quotidienne également qui est en hausse. Également plein d'animations prévues. Et, Halloween et Noël, me dit-on. Tout à fait, Halloween et Noël. Et puis autour de tous les projets autour de la fête de la soupe, ils seront également mobilisés. Et puis actuellement, la sélection Goncourt qui est disponible au pré. Donc, et puis un festival manga, paraît-il, qui est en préparation avec travaille sur la panthéonisation de Marc Bloch, avec également de la bibliographie qui va permettre à tous
d'en apprendre un peu plus. Et moi, la directrice m'a invité à quelque chose dans pas longtemps, je sais plus quoi, mais il y a un truc auquel elle m'a invité. Mais personne ne m'aide là, non. Bon, Si, bon, très bien. Mais en tout cas, j'irai. Voilà, il y a une exposition, Oui, peut-être. oui, Je sais plus. Voilà. Non, Halloween pour faire la citrouille. Non. il y a Allez, on continue. Le conservatoire. Cornebidouille. Corps de bidouille, voilà, c'est sûrement moi ça. 800 élèves l'an passé, plus encore cette année. Il nous dit que c'est vraiment très très bien. Le directeur du conservatoire, je rappelle qu'il y a un petit problème avec l'agglomération sur ce qu'on subventionne pas, qui est compliqué. Le Téléthon, préparation, c'est toi qui t'en occupes, Benoît, du Téléthon? Peut-être un mot pour les... C'est le 23 septembre, réunion des associations le 23 septembre, donc ça a déjà eu lieu. Oui, c'est ça, la réunion du 23 septembre a réuni beaucoup d'associations, car cette édition 2025 va être complètement exceptionnelle. Un défi farfelu, un défi qui est extraordinaire, qui est à l'échelle de notre mobilisation de la solidarité. Donc, alors, je ne dirais pas ça sur vous, monsieur le maire, mais bon, c'est quand même une idée aussi venant de votre part, de faire quelque chose d'exceptionnel avec les 24 heures de relais autour du stade J.C. Owens. Donc pour cela, ça engendre quoi? Ça va être des inscriptions. Ça a déjà été fait dans les années. Ça a été dans les années 90. Je vois Jacques Le Serre. Est-ce que vous pouvez accéder aux vœux de Patrick Gressan et de Daniel Gassa qui souhaitaient courir vers 3 heures du matin? Alors, les deux là. Et donc, avec alors justement, le nombre est complètement illimité au niveau des participants. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est récupérer des fonds. Récupérer des fonds pour la recherche. Et il y aura énormément d'animations assurées par des associations. Et également, il y aura un challenge lancé auprès des entreprises. Tout le monde sera mobilisé, ainsi que les scolaires prochainement. Donc je remercie Madame la première adjointe qui a sollicité les proviseurs, alors le proviseur, les principaux, Madame la proviseure, pardon, merci, les principaux, directeurs de CFA, etc., etc. Donc vraiment, toute la ville sera mobilisée, ainsi que justement le territoire avec les riposes et ainsi que le Vaudreuil. On a dit qu'on avait du sport le 17 et le 20 octobre, mais on a surtout un petit problème sur lequel j'attire votre attention, qui n'est pas un problème, mais ceux qui nous écoutent sont également mobilisables, c'est-à-dire que grâce à Jeanne, et elle a raison, on a à la fois une délégation anglaise importante de 6 personnes le jour du marathon. Non, les Anglais ne viennent plus. Ah bon? Une délégation polonaise avec le maire et un adjoint plus 6 sportifs, une délégation allemande 6 à 8, et il va falloir s'en occuper, et notamment s'occuper du maire polonais dont c'est la première visite officielle en France, voilà, que vous connaissez, qui s'appelle Bartosz Marszewski, et qui est le gars qui avait gagné en 2003 ou en 2004, dans 2004, le marathon, quand il était encore marathon de Val-de-Reuil, avant d'être capté par d'autres. Jardin d'été, je vous en dis pas un mot. La 64e... Ouais. Précision. À À propos de relais, au siècle dernier, la ville avait été inscrite au livre des records pour le plus long relais du monde, qui était 4000 fois 100 mètres. Ça faisait 24 heures. Bah écoute, voilà, donc, Benoît, petite pression par Jacques non, Le mais Serre. il faut retrouver un... Non mais Benoît, t'as entendu. Bah, ça peut être un 2000 fois 200, ça. Juste vraiment en complément, là, pour cette édition, notre objectif, c'est de faire venir 1000 personnes, vraiment déjà. Et parce que vraiment, autre que l'esprit sportif, c'est vraiment récupérer des fonds. D'où le travail qui va être essentiellement auprès des entreprises, auprès des parents d'élèves. C'est surtout là qu'on va travailler. Je termine sur 3 dates. Dimanche 12 octobre, Puce Moto, 64e édition, sur la chaussée du village, l'avenue des Falaises à la route de Seine, de l'avenue des Falaises à la route de Seine, avec la coopération du Vaudreuil. Et il y aura un village de Val-de-Reuil de commerçants avec 6 commerçants. Voilà, la coopération avec le Vaudreuil est une étape nouvelle dans notre vie. Colis des seniors, le 12 décembre. Je n'ai pas encore vu les colis. À la MJA, sur une seule journée donc. Oui. C'est ce qui avait été préféré l'année dernière, c'est ça? Continue de 8h à 18h, sans mollir. Voilà. Sans désemparer, voilà. Le verbe du premier groupe, je désempare, tu désempares. L'animation, orchestre en live, magie en close-up, démo initiation de danse de tango argentin, j'aimerais déjà y être.
du mercredi 10 au dimanche 14 décembre. Enfin, le marché de Noël, place des 4 saisons, nouveaux horaires 15h30, 20h. Je ne sais pas quels étaient les anciens, sauf le samedi et le dimanche où il y a aussi le matin. Hausse 15% du nombre d'exposants déjà, 20 chalets, 30 barnums, animation patinoire, piste de luge, atelier culinaire, maquillage enfants adultes, caricaturiste, close-up et parade musicale de Noël. Enfin, on me dit de vous dire qu'il y avait 10% de grévistes les 10 et les 18 septembre sur les 2 journées à Val-de-Reuil et que nous avons assuré la continuité des services. Le centre technique municipal a été rejoint par Rodrigue Poyer, maçon de voirie qui vient de la métropole de Rouen. Et monsieur Avolé, on est très content. Anthony Herne, agent de maintenance polyvalent, qui vient de la ville de Flers. Très bien aussi. Tu nous dis ceux qui sont pas bien, vous nous dites. Hein. Cédric Postnik, agent polyvalent des espaces verts, mutation de Belgrade. Non, Postnik, non, finalement de Croissy-sur-Eure. Enfin, Postnik, ça fait un peu serbe. Frédéric Bernard, technicien support informatique, qui était là il y a peu encore et qui n'est toujours pas là, qui ne veut pas se montrer, qui est un homme assez grand et mince, qui est un prestataire Aptar. Voilà. Finance, Marine Petrel est devenue responsable finance sous la direction, bien évidemment, de notre Madame Anaïs Gess, notre responsable finance. Elle vient du conseil départemental de l'Eure, où l'Eure moyennement contente. Au CCS, on a été rejoint par Magali Fortuna, responsable solidarité autonomie à l'hôpital d'Évreux. Et c'est plutôt, à chaque fois, c'est plutôt des gens qualifiés. C'est voilà. À la DAE, c'est la direction. L'aménagement et de l'environnement. Géraldine Boujard, responsable administratif et budgétaire, qui vient de la ville de Rouen. Et alors, vous avez intérêt à faire un grand sourire parce qu'elle est ici. SMPT, ça veut dire... Service, mission, prospective et transverse. Voilà, bon, enfin, elle va s'occuper de la politique de la ville, de la politique qualité, de la prévention des délinquances. Elle est pas loin de Madame Echard-Goubert et Corinne Campizi vous salue, chef de projet, elle est là. Généralement, vous applaudissez, oui, quand vous êtes gentil. Et alors là, vous allez voir, étonnant, elle vient d'où? De l'agglomération Seine-Eure. Si. Voilà. Et Bernard Leroy nous a fait une proposition que j'étudie, c'est d'être présent sur notre prochaine liste. Mais je ne sais pas, on va voir. Voilà. Allez, donc on passe, si vous le voulez bien, au compte-rendu de délégation de monsieur le maire. Je ne sais pas si c'est moi-même qui fais mon compte-rendu de délégation. Un marché public d'espace public paysager. Je ne sais plus où c'était, mais toujours est-il qu'il y en avait pour 168 000 € dans une enveloppe de 2 millions d'euros qui a été passée avec la société EAD. Un marché public de prestations intellectuelles, ça c'est pas pour nous, par la société CityLinked qui faisait d'études urbaines dans le cadre du programme de renouvellement urbain de Val-de-Reuil. Un marché fournisseur de produits d'entretien d'hygiène et de petits matériels pour 10 000 €, ça, comme quoi on est assez peu propre. Un fournisseur de produits d'entretien d'hygiène et de petits matériels, toujours pour le commune CCS, de 4 000 € minimum, 12 500 € avec Orapi Hygiène. L'extension du groupe scolaire Coluche, je vous l'ai dit, avec toute une série de gens autour de l'atelier Saint-Georges, qui est l'architecte, pour 132 000 €, c'est pas beaucoup, ça me semble que ce sera plus. Vous avez la librairie Papeterie du Manoir qui nous fournit du matériel scolaire et périscolaire dans un marché de 30 000 € minimum, 180 000 maximum. Un groupement de commandes de fourniture de matériel scolaire, périscolaire, administratif pour le CCS et la commune. À la société fiduciale bureautique, c'est du matériel scolaire et périscolaire. Encore, il y en a pour 20 000 à 110 000 €. L'aménagement des voiries dans le cadre du NPRU, route des Lacs, Chaussée-Léry Nord. L'incidence financière, elle est de 2,67 par rapport au montant du marché initial, qu'on ne m'a pas donné, ce qui veut dire que ça ne va pas m'amener très loin. C'est plus de 67 de ce que je ne sais pas, donc je suis désolé. Acceptation d'indemnité d'assurance pour des sinistres survenus lors des violences urbaines du 29 juin 2023. Il aura fallu attendre. Et donc nous sommes assurés pour... Oh, c'est pas mal ça, on a touché 228 000 €. Non, 161 000. Ah ben j'ai écrit 228 000. Bon, montant accepté. Ça, c'est le préjudice. Ah, le préjudice, 161 000 sur un préjudice de 228 000. Il y avait des franchises. Création et modification de régies, je vous passe, qu'il y a plein de régies. Fixation des tarifs des lieux publics, qui ne sont pas des toilettes, mais des micro-crèches et l'accueil collectif. Il y a toute une série de tarifs qui vous sont donnés. La décision sur le tarif du restaurant municipal. Dorénavant, l'ensemble des agents publics devront payer 20 € par repas. Non, c'est pas ça. C'est 3,10 pour le personnel de la commune et du CCAS, 4,50 pour les extérieurs. Et il y a une petite majoration pour les repas non réservés, ce qui me sera appliqué puisque je ne réserve pas toujours, il faut le reconnaître. Mais je me place sous la protection du DGS. Le tarif des prestations d'accueil enfants,
en raison de la nouvelle organisation du temps scolaire, les tarifs des temps d'accueil périscolaire ont été modifiés de la manière suivante. Vous avez un tableau, et vous l'avez vu, j'en suis certain. Vous avez également des tarifs aux prestations d'accueil d'enfants au centre loisirs primaires après maternelle. Vous avez la pratique des activités sportives multisports qui a été changée et qui laisse apparaître des tarifs CASE et hors CASE. Le tarif des produits communaux, activités sportives, voilà, sur le multisport. La ferme des jeunes, un nouveau tableau. Il n'y a que des tableaux. Des actions en justice. Nous avons porté plainte contre Julien Tristan. Non. Menuiserie extérieure, métallerie. On n'était pas content dans le cadre du groupe scolaire Victor Hugo, c'est ça? Et donc, on est un contentieux avec les établissements marchands. Ils sont d'où les établissements marchands? Pardon? Du Rouvray ou du Vauvray? Non, je pense que Saint-Étienne. Saint-Étienne du Vauvray? À Saint-Étienne, dans la Loire? Oui, c'est ça. Là, oui, il vient de... Ah, du Rouvray, donc. Il en 150. Ah, si c'est... Là, c'est du Rouvray, et là, c'est du Vauvray. Rouvray, 76. Rouvray, d'accord. Par là, pour Rouvray. D'accord, ouais. Ok. Et Porto Nana et nos quartiers ont du talent, on a renouvelé notre adhésion. Et j'ai enfin reçu cet après-midi le nouveau directeur départemental de la police nationale. C'est un homme charmant qui s'appelle monsieur Julien Pimpeau, et qui vient de... vous arrangerez avec lui quand vous aurez une contravention, qui vient de Corse, et qui est un homme plutôt d'ailleurs de l'Allier, passé par justement Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, et puis ensuite qui a beaucoup été en Corse. Voilà, on continue la toponymie du parvis de l'église de la Fraternité, ça va pas prendre des heures. On vous propose qu'une plaque soit mise et que ce parvis s'appelle Jean-François Bergenot, curé de la paroisse des Deux-Rives, de temps à temps. Si vous y voyez pas d'inconvénient, je vais passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Jean-Jacques, c'est la décision modificative numéro 1. Rassurez-vous, voilà. Donc, cette DM ne vient pas bouleverser le budget que vous avez voté pour l'exercice. Je tiens quand même à le préciser avant. On était donc sur un volume budgétaire de 65 686 000 euros, les deux sections confondues, fonctionnement et investissement, pour cet exercice 2025. Moi, ce que je souhaite souligner, c'est que c'est la première fois que je présente une décision modificative numéro 1 aussi tard dans le calendrier budgétaire. On est quand même le 29 septembre, on est accoutumé à en présenter en juin, en mai, parfois, n'est-ce pas? Madame Gèze accepte ce compliment qui se dirige lentement vers elle. Et il vient après, de la bouche de Monsieur Coquelet. Pas seulement pour elle, bien entendu. Chacun en prendra sa part. Je n'en doute pas. Donc, ça signifie tout simplement que les prévisions étaient relativement précises. Et cette précision, on la doit effectivement à nos agents, avec leur directeur général des services, bien évidemment, et notre directrice des finances, mais aussi l'ensemble des agents qui occupent une responsabilité en matière financière dans les services, puisque les choses ont été organisées comme ça. Il y a un interlocuteur finance dans chacune des directions. Et moi, je m'en aperçois, disons-le, Julien, tous les jours aujourd'hui, et même 2 fois par jour, puisqu'on est en pleine préparation du budget 2026, et ils apportent vraiment un soin absolument considérable à ce travail préalable, à ce travail prospectif, et ça semble payer, quoi. Donc ça y est, j'ai remercié le DGS, mais en même temps, j'ai constaté l'implication de nos agents. Donc l'ADM, comme vous le savez, elle permet d'ajuster les recettes qui sont intervenues un peu tard, après le vote du budget, disons, et de les mettre en rapport avec des dépenses sur lesquelles nous gardons la pédale de frein, en quelque sorte, tant que nous n'avons pas la notification des décisions de financement. Je vous rappelle qu'il s'agit là de la jurisprudence Marien que nous appliquons avec soin depuis des années. On n'inscrit rien qui ne soit pas financé. Et ça concerne notamment, et d'une manière importante, tout ce qui se passe l'été, c'est-à-dire le jardin d'été, tout simplement, c'est ça, oui.
les séjours, toutes ces choses-là, tout ce qui fait qu'en proposant un panel important d'activités, ben, on essaie d'occuper un peu tout le monde et d'éviter les désagréments. Et cet été, disons que ça a fort bien marché, n'est-ce pas, tant du point de vue de la qualité de ce qui était proposé que du point de vue de l'absence de désagréments. Donc c'est quand même un peu notre mantra, hein, s'en tenir à pas de dépenses si le financement n'est pas assuré. Donc, cette DM en fonctionnement, elle porte sur un volume total de 755 000 euros de dépenses. Si vous le rapportez à ce que je vous disais au début, c'est un petit peu moins de 2% du dit budget, c'est 1,9, je ne sais plus quoi derrière, quoi. Donc, ça ne bouleverse pas, comme je vous le disais. Mais pour autant, moi, je n'écarte pas la nécessité d'une seconde décision modificative d'ici à la clôture, parce qu'effectivement, en fin d'exercice, il se passe toujours des choses. La fin de l'exercice correspondant, on finit l'exercice, mais on commence à certains égards l'année en matière d'activité, quoi. En investissement, l'ajustement s'élève à 2 753 000 euros. Ça peut paraître considérable, mais simplement je tiens à souligner que sur ces 2 700 000 et quelques mille, 2 250 000 euros correspondent à des opérations d'ordre et à des opérations patrimoniales, c'est-à-dire des choses qui ont été réalisées et qu'on va porter, vous le voyez d'ailleurs sur les tableaux pour les élus, qu'on va porter à la fois en dépenses et en recettes, de sorte qu'on va pouvoir procéder à l'amortissement des travaux qui ont été réalisés. Donc moi, voilà ce que j'ai à vous dire. En dire plus, ça ne me paraît pas nécessaire. Et je vous invite à faire part de vos observations s'il y en a. A priori, il n'y en aurait pas. Et à vous prononcer, donc, qui approuve cette décision modificative? Eh bien, oui, et non, on t'a pas braqué, hein. Hands up. Donc, merci à tous. Et vous continuez par la gestion des APCP. Et je continue par la gestion. Qui pose tant de problèmes là aussi à l'agglomération Seigneur et à Jean-Marie Lejeune. Mais pas nous. Hein. Nous, on y arrive. Non, on ne pousse pas devant nous 215 millions d'APCP, dont certaines ont plus de 8 ans. Les APCP qui sont ni plus ni moins la modification des APCP que vous comprendrez bien comme étant la conséquence de la décision modificative qui vous a été présentée, notamment en matière d'investissement. Hein, c'est vraiment ça l'esprit et rien d'autre. Hein, APCP, ça veut dire AP, autorisation de programme, je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais je le fais encore une fois pour terminer ce mandat comme il convient. Hein. On prévoit la réalisation de telle ou telle opération dont le financement est important et va s'étaler éventuellement sur plusieurs exercices. Et les crédits de paiement, eux, sont tout simplement les sommes que nous accordons à cette réalisation pour chacun des exercices. Donc, ça bouge un peu, mais dans des proportions relativement limitées, puisque, en particulier, en matière d'éclairage public, j'espère que Pierre-Antoine ne va pas me tirer dessus, je ne vais pas dire de bêtises, on arrive, en quelque sorte, au bout du fameux PPP, hein, programme public-privé, qui a permis la rénovation de fond en comble, voire même la création de l'éclairage public à Val-de-Reuil. Si bien que sur cette DM, on va être à des sommes qu'on n'avait pas coutume d'avoir. Par exemple, pour 2026, on prévoit 187 750 euros, ce qui n'avait rien à voir avec les inscriptions précédentes, bien évidemment. Même chose, bon, ça porte sur les travaux de chauffage, et puis aussi les postes importants du PNRU2, et en particulier la promenade des Tilleuls. Toujours à propos du PNRU2, on abandonne pour le moment, je ne sais pas si on y reviendra, le projet de Percé-Musarde, hein, qui devait intervenir, je ne saurais pas dire exactement, à peu près à la hauteur du supermarché Taza. Voilà. Voilà ce que je puis vous dire sur la gestion des autorisations de programme. Il doit en rester une.
Il y a la réalisation d'une ligne de trésorerie, mais Oui, ça oui. ne se vote pas, les APCP? Ah bah si, bien entendu. Merci, monsieur le maire. De rien, donc peut-être pourriez-vous y procéder, chers collègues? On peut y songer. Allez. Est-ce qu'il y a donc des avis contraires à cette modification des APCP? Non. Des abstentions non plus. Je vous remercie. Réalisation d'une ligne de trésorerie. Ligne de trésorerie, nous en avons déjà une. Hein. C'est vraiment un outil de gestion qui permet d'optimiser autant que faire se peut à la fois la charge de notre dette, mais également qui nous met à l'abri des intérêts moratoires pour le cas où on traînerait à payer ceci ou cela. Donc ça n'est pas sans intérêt. Nous en avons une pour le moment qui est plafonnée à 4 millions d'euros. Alors vous pourriez me dire, mais à 4 millions, pourquoi vous en voulez plus? Celle de 4 millions, elle est à taux fixe, n'est-ce pas? Et celle que nous vous proposons pour 2 millions, elle sera à taux variable. Ce qui permet, là encore, d'optimiser et d'effectuer les choix qui semblent les mieux appropriés selon le moment où on tire, comme on dit, sur ces lignes de trésorerie. Voilà, c'est pour 1 an, il faudra donc y revenir. Et les conditions sont tout à fait intéressantes. Après, ça suit bien évidemment l'évolution des taux du marché. Si nous avions la bonne fortune de voir ces taux baisser, eh bien évidemment, nous viendrions sur la ligne de trésorerie à taux variable. Voilà ce dont il s'agit. Avez-vous là-dessus des commentaires, observations, machin, truc? Non? Ben, je vous remercie. Alors, y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? Non plus. Monsieur le maire, vous disposez d'une ligne de trésorerie à taux variable. Formidable. Aurélie nous parle de la médiathèque Le Corbusier. Oui, tout à fait. Donc, pour reprendre les propos que nous tenions tout à l'heure, la médiathèque, elle a une fréquentation qui ne cesse de progresser. Ce sont plus de 1500 personnes qui sont accueillies par mois. Et annuellement, ça représente un emprunt de 99 900 ouvrages. Donc, ce n'est pas négligeable. Le règlement intérieur n'avait pas été revu depuis assez longtemps. Et donc, il y a eu un travail qui s'est effectué dessus pour le mettre à jour. Et notamment pour l'adapter aux évolutions des usages. Particulièrement pour les services numériques, par exemple, l'accès au Wi-Fi qui n'est pas si ancien, le droit à l'image, l'envoi par mail aux abonnés des événements de la médiathèque, tout ça, ça nécessitait d'être un peu plus formalisé dans le règlement, et ainsi que l'action qui est en cours depuis l'année dernière, qui permet aux nouveaux inscrits à l'école d'obtenir également une inscription automatique à la médiathèque. Donc voilà, on vous présente en annexe le règlement actualisé. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, Marilyn. C'est juste un petit éclaircissement là sur l'article 5.2. Les abonnés peuvent emprunter donc à 6 livres, 3 revues, 3 bandes dessinées, 3 CD. C'est pas par année, j'imagine que c'est par emprunt. Alors, tout à fait, c'est par emprunt et c'est sur une période de 3 semaines, donc c'est précisé à l'article 5.4. Donc, en fait, c'est par période de 3 semaines. Après, on peut faire prolonger sans difficulté les emprunts, sauf s'ils ont été réservés entre-temps. Donc, je vais procéder au vote. Est-ce qu'il y aurait des oppositions à l'adoption de ce nouveau règlement? Des abstentions? Je vous remercie. Il vous reste maintenant, Aurélie, à arsenaliser. Alors, concernant l'arsenal, la délibération, elle traite de 2 points. Le premier point, c'est une incohérence calendaire qui a été observée. On avait voté en février 2025 la subvention de fonctionnement pour l'année 2025, donc qui s'élève à 580 000 €, et nous avions voté qu'elle était répartie en 3 versements, mars, juillet et novembre. Or, la convention quadripartite pluriannuelle qui a été signée en juillet 2020
n'est pas sur exactement le même calendrier, puisque là, c'était 3 versements, mais en mars, juillet et septembre. Donc en septembre, le versement n'a pas pu être fait, puisque la dernière délibération votée pour le dernier versement en novembre, ce qui pose des problèmes à l'Arsenal pour régler des factures. Donc là, ce qu'on va proposer, c'est de procéder au versement du solde de la subvention qui s'élève à 230 000 € et qui ne change rien au terme de la convention. Et le deuxième point, ce serait une avance sur le mécénat, parce que en 2025, le contexte économique a empêché de se lancer tôt dans la campagne de mécénat. Et donc la campagne a débuté, mais il faut le temps que les fonds parviennent, il faut que ça passe par la mairie et qu'ensuite nous reversions. Donc là, ce que nous proposons, c'est une avance sur le versement, et avance qui sera déduite du prochain versement du mécénat. Donc une avance de 90 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je procède au vote. Donc est-ce qu'il y a des oppositions sur ces deux points, le calendrier et l'avance de mécénat? Des abstentions? Je vous remercie. Sur le mécénat, on essaie de zigzaguer entre les démissions de Premier ministre qui ne mettent pas les entreprises de bonne humeur, et donc on ne voudrait pas envoyer la lettre au moment où on va le plus recevoir de « Ah, ce n'est pas le moment, les incertitudes géopolitiques et nationales font que… » Donc on essaie de zigzaguer, le contexte n'est pas vraiment bon pour le mécénat. Benoît Balu, pour les puces moto, le contexte est toujours bon. Très bien, merci Monsieur le maire. Donc cette délibération concerne la convention de partenariat avec l'association Les Vikings pour l'organisation de la prochaine édition des puces moto qui se déroulera le dimanche 12 décembre. Donc, comme vous le savez, 12 octobre, pardon. 12 octobre. Donc, comme vous le savez, que ça fait 12 ans que l'association organise sur notre territoire les puces moto, donc une au printemps et une sur l'automne. Ça réunit près de 40 000 personnes à chaque édition, et donc l'association demeure la seule responsable de l'ensemble des activités. Mais la ville souhaite, pour des raisons de sécurité liées à l'ampleur de l'événement, être pleinement associée à la coordination avec la préfecture de l'Eure. Donc c'est pourquoi dans cette convention, on rappelle qu'il n'y a aucune subvention en numéraire qui est versée à l'association, et nous voyons pour la prochaine édition, donc comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, qu'elle se déroulera le dimanche 12 octobre, qui partira du rond-point de la Mémoire épée jusqu'au parc sud. Et il y a également dans cette convention une attention particulière faite pour nos commerçants. Donc ils ont un emplacement à titre gratuit qui puisse justement faire œuvrer au mieux leur business. À titre d'information sur la voie à Genesse, il y aura une mise à disposition pour pouvoir que les motos, les visiteurs puissent se garer, ainsi qu'une petite partie du parking d'Aptar pour justement la gestion des motos. Vous voyez, ce travail de coordination, et je salue tout le travail qui a été effectué par les services, par Dominique Legault, ENCO. Et juste pour le PV, avant de vous laisser la parole, chers collègues, si vous avez des questions ou des observations, j'ai noté une faute de frappe sur l'article 3, où c'est marqué « Cette manifestation est publique et gratuite ». Alors, et pas de verbe être, mais est gratuite. Voilà. Est-ce que… Madame Zappia vous fusille du regard, Monsieur Balu, mais elle a fait oui. J'ai bien compris. Oui. Ça a laissé un blanc. Oui, j'ai bien compris. Bon, très bien. Alors, oui, Jacques. Juste une petite question. L'association occupe gratuitement le domaine public de la ville. Oui. Est-ce qu'elle facture aux professionnels l'emplacement du stand? Oui. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Elle facture bien. Pour avoir eu des retours, c'est quand même assez impressionnant. Alors oui, effectivement, Jacques, il facture, mais derrière, ils prennent en charge tout ce qui est sécurité. Donc la convention en oblige aussi le nettoyage, etc., etc. Enfin,
On ne va pas les plaindre non plus. Non, non, non. On accueille une manifestation sympathique. On aimerait qu'elle soit plus insérée dans la ville. On se n'était pas trop mal débrouillé l'été dernier en donnant toute la voie blanche. Ça avait plutôt de la gueule. Là, on peut pas, pour des raisons dont je ne me souviens plus, les travaux du CFA, ce qui est pas rien. Donc, on essaie de trouver là aussi quelque chose. Le but, c'est de trouver. Ça avait pas mal rempli l'année dernière nos cafés, nos restaurants. Ça a bien fait marcher nos commerçants. On espère que ça va faire la même chose. Mais tu as raison, c'est... oui, mais ils font passer ça avec gentillesse. Benoît, oui. Avez-vous d'autres observations, des questions? Je n'en vois pas. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Madame Duvalet nous parle de cité éducative. Oui. Donc là, je vais vous demander de bien vouloir renouveler la convention de la cité éducative. C'est une convention pluriannuelle. Elle est établie pour 3 années. Et donc, on a déjà fait 3 ans. Et on va reprendre pour 3 ans. Donc depuis, on a été à nouveau labellisé. Il fallait quand même faire ce travail avant de pouvoir être reconduit. Et compte tenu de l'excellence du travail, on a une labellisation renouvelée depuis le mois de mars 2025. Mais vous savez qu'avec les budgets et nos ministres successifs, avant qu'on aboutisse pour la partie financière et le reste, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui devant vous. Et donc on est renouvelé jusqu'en 2027. Je rappelle que ce sont des sommes quand même qui sont relativement importantes, puisque c'est 315 000 € annuels qui nous font bénéficier cette convention. Et donc chaque année, on bénéficie de ces 315 000 € pour travailler des projets en co-construction avec les associations, le scolaire, bien évidemment, puisque c'est cité éducative, toutes les écoles, mais aussi le lycée, les collèges, le CFA, l'EPID, la mission locale et les services jeunesse, bien évidemment. Tous les projets peuvent être faits, proposés, et l'important, c'est de travailler ensemble, et que tout le monde travaille en co-animation, co-construction, de façon à fédérer les projets. Donc on a trois pôles, on va dire, conforter le rôle de l'école, promouvoir la continuité pédagogique et ouvrir ce qu'on appelle le champ des possibles, c'est très à la mode. Et donc, cette convention, elle reprécise les modalités de pilotage qui sont confiées par un trinôme, Monsieur le maire, le préfet de l'Eure et Madame la directrice de la DAZEN. Et bien sûr, par ricochet, on fonctionne en comité pour pouvoir mener ça, qui est assez chronophage, mais intéressant, et qui donne de belles réussites sur le plan de la ville. C'est quand même plus de 100 projets, 133 projets qui ont été mis en place, et donc c'est quand même relativement important. Et il y a un projet pour la fin de l'année scolaire de vraiment mettre tout ça en valeur. Donc je pense qu'on va se tourner vers la ville pour la finalité de cette 4e année. Y a-t-il des questions? Non? Eh bien, êtes-vous contre cette subvention et cette convention? Non. Non. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Et M. Avoli nous parle de l'EGO de la rue du Frêne, de classement dans le domaine public. Alors, depuis plusieurs années, le bailleur... Oui, depuis plusieurs années, le bailleur logé au Seine s'est engagé dans une politique de revente de logements au profit de ses locataires. Le bailleur vient d'ailleurs de rénover 43 logements situés rue du Frêne, voie de Bas et voie Marmaille. Ces logements avaient été construits dans les années 80, donc dans le quartier du Parc. Ces travaux ont permis de réduire de manière significative les charges pour les locataires par une nouvelle isolation, le changement des huisseries, du système de production d'eau chaude sanitaire, afin d'améliorer le cadre de vie de nos habitants. Pour permettre la revente de ce logement, le bailleur souhaiterait régulariser la situation foncière de plusieurs petits espaces appartenant à la ville, mais qui ont été privatisés pour un total de 131 mètres carrés.
Ces espaces sont classés dans le domaine public, mais sans assurer de fonction de desserte. Ils peuvent donc, par conséquent, être déclassés et désaffectés par simple délibération. La rétrocession se ferait à l'euro symbolique avec une prise en charge des frais notariés par le bailleur. Compte tenu de ces éléments, il vous est demandé de bien vouloir approuver le déclassement et la désaffection des petits accotements pour un total de 133 mètres carrés. D'autoriser la vente de 133 mètres carrés au bénéfice du bailleur, l'OGO, à l'euro symbolique, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les actes administratifs relatifs à cette délibération. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Merci. C'est Monsieur Ndiaye qui va nous parler des statuts du syndicat mixte ouvert Heure Normandie numérique. Madame Bataille se prépare. Oui, cette délibération a pour but d'adhérer au syndicat Heure Normandie numérique suite à la dotation en 2022 du syndicat de la compétence supplémentaire services et outils numériques. Comme vous le savez, Heure Normandie numérique, c'est le syndicat qui est chargé du déploiement de la fibre dans le département aurois. Et cette adhésion va permettre à notre commune d'accéder à un certain nombre de ressources, notamment qui mettent à disposition des informations sur des aides au financement de projets numériques et des innovations technologiques, une plateforme e-administration comprenant notamment un parapheur, un tiers de télétransmission et un accès à une plateforme de marché public, mais aussi de bénéficier d'une plateforme d'achat mutualisé par le biais de groupements de commandes. Le coût de cette adhésion n'est pas très important, il me semble que c'est 10 centimes par habitant, ce qui est évalué à 1 293 €. Donc sur la base de ces éléments, il vous est demandé d'autoriser l'adhésion en fait de notre commune au syndicat mixte Heure Normandie numérique au titre de la compétence services et outils numériques. Donc il est proposé au Conseil de décider cette adhésion, d'adopter les statuts du syndicat, de s'engager à verser la somme de 1 293 € annuels et de me désigner en tant que représentant de la commune au sein du syndicat. Est-ce que vous avez des questions? Non? On disait que c'était un sacerdoce de s'occuper d'heures numériques et on te remerciait de l'avoir accepté. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, y a-t-il de votes? Oui. Forcément une petite question. Il enforme le cerf. Concernant le numérique et les habitants qui ne sont pas reliés, peut-être pourrions-nous dire que nous adhérions quand tous les habitants seront connectés. Ça me paraît être une solution qui peut être intéressante. On est en bonne relation avec eux et très franchement, Ousmane leur arrache décision après décision des travaux. On pourrait le dire de manière voilà, mais il faut. Je veux dire que Frédéric Duché, à chaque fois qu'il veut dire du mal de moi, me dit du bien d'Ousmane. C'est la relation qu'ils ont su créer ensemble. Moi, j'en suis assez content. Après, le but aussi, Jacques, de cette délibération, en fait, c'est de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services. Donc, pour ce qui est des quartiers qui restent pour le déploiement, je pense que des solutions seront quand même trouvées. Mais Jacques, on a reconnu ta modération. Bon, on essaie quand même d'en trouver au cas par cas. Donc, voilà, on sait qu'il y a le quartier du KV, mais je pense que nous, on a bon espoir qu'il y ait une solution. Voilà. Jean-Jacques Coquelet, on ne sait pas si ça a penché du côté de l'Auxerre ou du côté de Ndiaye. Ou de rien du tout. Moi, ce que je veux simplement rappeler, je ne cherche pas à ce que ça penche vers moi sur ces questions-là en particulier. Ça serait dangereux. Ousmane est intervenu avec détermination et une certaine réussite à la case pour proposer de consacrer les excédents financiers dégagés par Heure numérique au règlement de cette question-là, c'est-à-dire aider au financement du raccordement
à la fibre des gens qui rencontrent des difficultés. Je pense qu'il faut continuer de cultiver ce truc-là auprès des élus de la case. Ça avait été plutôt bien reçu, selon moi. Et puis, dossier par dossier, on va pas dire trop de bien d'Ousmane parce qu'il va croire qu'on le pense vraiment, mais dossier par dossier, arracher auprès d'Orange 3 mètres de tranchée, arracher à Heure Numérique 2 relais, etc. C'est l'enfer et il s'en sort. Enfin, c'est pour ça qu'on dit que c'est un sacerdoce parce que nos concitoyens, ce qui est compréhensible, sont un peu énervés au bout d'un certain temps. Et Ousmane se les tape. Voilà, non, mais ça, je sais que tu le reconnais, moi. On le rappelle, non, mais si en plus on lui demande d'ouvrir un front avec Heure Numérique en leur disant, ça va être compliqué quand même. J'ai partagé aussi un article cet après-midi, en fait, sur le groupe que nous partageons, concernant une éventualité de financement, en fait, de ces problématiques-là par le gouvernement, donc à hauteur de 400 à 1200 euros pour les problèmes de déploiement et de fourreaux bloqués qui ont été identifiés. Donc voilà, donc ça... Espérons que ça se fasse avant la fin de l'année. Très bien. Avez-vous des... Ouais, vous n'avez pas de questions, donc y a-t-il des votes contre? À part Jacques, bien sûr. Plus de questions? Donc pas d'abstention. Merci. Madame Bataille, l'adhésion au groupement de commande pour le renouvellement de marché public d'assurance. Oui, donc pour les assurances, c'est dans un souci d'optimisation des dépenses entre la commune et notre centre social, le CCAS, de s'associer pour les passations des marchés d'assurance pour garantir les risques que l'on peut rencontrer, c'est-à-dire des dommages aux biens, responsabilité civile, les risques automobiles, les risques juridiques. Et tout ça pour une durée de 5 ans. Donc, il est proposé au Conseil de constituer un groupement de commandes, conformément aux articles de la commande publique, du Code de la commande publique. La mission de coordinateur de ce groupement sera assurée par la commune et les conditions décrites dans la convention jointe et dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. C'est la commission appel d'offres de la commune qui sera compétente. Voilà, un assistant à maîtrise d'ouvrage assistera la commune dans la rédaction des dossiers. La présente convention de groupement entrera en vigueur à la signature des représentants des membres de ce groupement et se terminera à la fin de l'exécution des marchés. Il est donc demandé au Conseil d'approuver cette convention constitutive avec le fonctionnement du groupement entre la commune et le CCAS, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention, de désigner la commune comme coordinateur et la commission d'appel d'offres compétente pour le groupement. Et enfin, d'autoriser le lancement de la procédure de passation du marché d'assurance, objet de cette délibération et convention entre les membres. Auriez-vous des questions, messieurs, dames? Donc, c'est facile, c'était clair, c'était facile. Voilà. Y aurait-il des votes contre ce groupement d'optimisation des dépenses? Entre la commune et le CCAS, ça serait quand même bizarre. Ce serait dommage. Donc tout le monde est pour. Je vous remercie. Merci. On passe évidemment à la Sénaïd Baba qui va nous parler du plan de formation de la commune. Oui, donc la formation professionnelle est un outil essentiel de la gestion des ressources humaines. Elle vise à maintenir et développer des compétences des agents, à améliorer la qualité du service public rendu aux usagers, donc à favoriser l'évolution professionnelle et la motivation du personnel. Depuis 2017, la ville s'engage à une planification annuelle avec des formations avec un bilan d'action de l'année écoulée et l'élaboration d'un nouveau plan de formation sur l'année suivante. Concernant le bilan 2024, quelques chiffres. Nombre de jours de formation. On est passé de 627 en 2022, 627 jours, 633 jours en 2023 et 1174,5 jours en 2024. On a doublé le nombre de jours de formation en 2 ans.
Quant au budget, il représente un peu plus de 171 000 euros, répartis à 90 000, un petit peu moins de 90 000 euros en contribution obligatoire CNFPT et un tout petit peu plus que 82 500 euros de dépenses pour les organismes de formation externe. Quant aux axes du plan de l'année du précédent plan de 2022-2024, les différents axes sont le soutien au projet des services et accompagner les agents, le développement du management et égalité hommes-femmes, l'accompagnement des parcours professionnels et l'hygiène, sécurité, c'est-à-dire tout ce qui touche à la formation, conduite d'engins, sécurité des personnes du bâtiment. Quant au nouveau plan 2025-2026, il reprend les précédents enjeux, les précédents axes, en les enrichissant. Donc je les réénumère, c'est la compétence clé, le réglementaire, l'accompagnement des évolutions professionnelles, les outils numériques et bureautiques, le parcours professionnel, les relations avec les usagers et l'amélioration continue et enfin l'hygiène et sécurité. Quant au budget 2025, 70 000 euros pour les formations directes et 70 000 euros pour les contributions obligatoires au CNFPT, donc soit un total d'environ 140 000 euros. Le processus et validation, donc le projet a été présenté au comité technique le 6 mai dernier et a reçu un avis favorable. Et donc cette délibération vise à autoriser Monsieur le maire à soumettre le plan du CNFPT et à mettre en place les actions prévues pour 2025-2026. Est-ce que vous avez des questions? Des abstentions? Qui votent contre? Je vous remercie. Madame Duvalet, puisqu'on a changé le rythme de travail des écoles, il faut changer le rythme de travail des ATSEM. Oui, effectivement, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on regrette, mais on n'a pas eu le choix financièrement, avec la suppression des subventions de l'État, de continuer, de cesser plutôt en fait le temps périscolaire et la semaine des 4 jours et demi. Donc on est revenu à la semaine des 4 jours, ce qui fait que ça modifie également les horaires, les plages horaires des ATSEM. Vous savez que les ATSEM sont importantes, et je le redis aussi systématiquement parce que c'est un métier dur, mais je pense que il ne faut pas oublier qu'on a une ATSEM par classe maternelle, ce qui n'est pas partout. C'est ni obligatoire et ça n'est pas partout. Nous, on a quand même une ATSEM par classe. Donc ça, je pense qu'il faut le redire. C'est un gros effort financier de fait. C'est même si c'est un métier dur, il faut quand même le dire, et donc il a fallu revoir les objectifs en termes de durée, de façon à ce que les plages horaires soient adaptées à cette nouvelle activité. Donc en fait, c'est un travail qui a été concilié avec le personnel, avec leurs représentants, de façon à trouver le meilleur moyen de finaliser et sur l'année l'ensemble de la durée hebdomadaire. Donc en fait, elles vont travailler une durée hebdomadaire de 38 heures par semaine scolaire, 35 heures les semaines de vacances scolaires, en sachant qu'elles ne travaillent pas toutes les semaines de vacances scolaires. Donc il y a une péréquation qui est faite. Et donc elles travaillent bien évidemment sur 4 jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h à 17h30. Avec une pause méridienne courte, c'est vrai, mais qui est statutaire, donc c'est dans les textes. 5 semaines en compensation, elles ont les 5 semaines de congés payés traditionnels, j'ai envie de dire, 11 jours de RTT et 3 jours de ce qu'on appelle les sujétions particulières, qui est prévu par l'accord cadre lié à la pénibilité du travail. Donc ce qui fait tous les mercredis, 5 semaines de congé, je le redis, 11 jours de RTT et 3 jours supplémentaires sur une année, ce qui fait quand même une compensation. Donc la mise en place, vous le disiez tout à l'heure, du midi aussi se fait doucement. On sait qu'on manque un petit peu de personnel le midi pour qu'elles puissent, elles, aussi avoir le temps d'avoir leur pause. On est en train d'y travailler. On savait qu'il faudrait adapter en fonction de la quantité d'élèves qui mangeraient le midi, qui resteraient le midi, bien évidemment. Donc voilà pour ces changements qui doivent être finalisés et validés sur le règlement du temps de travail. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des oppositions?
Des abstentions? Je vous remercie. On va parler de l'actualisation de la convention entre la ville et le CD 27 avec Dominique Legault, que j'appellerai pas autrement que, comme on l'a fait tout à l'heure, Legault & Co. Qui c'était toi, voilà. Donc il y a une loi qui date de 2019 qui oblige les administrations et les collectivités à mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination ou de sexisme. Il était possible de mettre un référent interne ou de confier cette mission au CDG, donc au centre de gestion. Donc la municipalité avait adhéré en 2023 à une convention avec le CDG après délibération. Donc le CDG demande si la municipalité veut reconduire cette convention jusqu'au 31 août 2029 et prendra effet au 1er octobre 2025. Et le tarif est inchangé, il est toujours de 365 € par signalement traité. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun signalement sur la ville pour ce genre de problème. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un vote contre? Abstention? Je vous remercie. C'est à moi. Pour chaque emploi que l'on affecte, enfin, pour chaque personne qui est affectée à un emploi lors de la dernière délibération du conseil municipal, il faut normalement présenter à la trésorerie la délibération par laquelle cet emploi a été initialement créé, parfois en 75, 76, 77. Il se trouve que la séquence des créations d'emplois et des arrêtés de création d'emplois dont nous disposons n'est pas complète et que notamment il nous manque les plus anciennes. Ce qui veut dire que donc on affecte sur un emploi une personne sans pouvoir dire que cet emploi existe vraiment. On sait qu'il existe vraiment, mais l'arrêté par lequel la délibération par laquelle il a été créé n'apparaît pas. Donc il va falloir se livrer à ce tour de passe-passe, qui n'est pas un tour de passe-passe, mais il va falloir qu'on abolisse tous les emplois de la commune, qui sont 346, par cette délibération. C'est une idée qui va durer quelques secondes, puis qu'on les recrée tous par cette délibération, ce qui fait qu'à partir de maintenant, quand on affectera quelqu'un sur un emploi, on saura la délibération par laquelle cet emploi a été créé, puisque ce sera la délibération du 28 septembre, on est le 28 ou le 29 ça commence mal, du 29 septembre 2025. Donc, on ne s'occupe plus de 75-2025, hop, on abroge tous les emplois et on les recrée tous aujourd'hui. Donc, chaque personne qu'on affectera un emploi, on l'affectera sur un emploi qui a été créé le 25 décembre 2025. Voilà. Non, je suis trompé, Madame Echagoubert? C'est ça. Non, merci, monsieur. Madame Echagoubert disait que c'était pas ça, etc. Oui, vous défendez pas, Madame Echagoubert. On voit pas l'écran, mais je dirai au public comment vous réagissez quand je parle. Merci, monsieur Tristan. Voilà, c'est quand même. Voilà. Donc c'est ça. C'est un problème de retrouver une solidité juridique pour nos agents. Et nous, faire bonne figure devant la trésorerie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération assez simple? Alors je précise qu'on nous demande d'abord de créer les nouveaux emplois avant d'abroger les anciens dans la liste que j'ai demandé. Je me suis demandé si... Voilà, ça sécurise. Donc dans la liste, on aura d'abord créé 346 emplois supplémentaires avant d'abroger les 346 anciens. Donc à un moment, on se retrouvera avec 682 emplois. Voilà, c'est-à-dire les anciens et les nouveaux. C'est ça, Madame Echagoubert? Allez, très bien. Voilà, j'aurais pu demander à Madame Beauté aussi, qui est notre spécialiste juridique. Voilà, très bien, on y va. Des questions? Je ne vois pas. Des abstentions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas. Je vous remercie au nom de nos agents. Et ça va donner un travail terrible à... Il faut éditer 346... La délibération suffit. Délibération suffit. Bon, j'ai cru que... Voilà. Et vous savez qu'on a le pouvoir de changer les gens dans la dernière délibération du Conseil par tradition. Et donc, les éducateurs de jeunes enfants peuvent devenir des éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle, les attachés territoriaux des techniciens principaux, et un agent d'accueil et d'entretien en direction des sports devenir un adjoint technique. C'est ce qui vous est proposé dans la délibération numéro 16, dont vous n'avez pas les noms comme le veut la tradition. Rien d'autre? Alors donc je vais vous demander de passer au vote pour nos agents. Qui est contre?
Qui s'abstient? J'en déduis que tout le monde est pour. Le prochain conseil municipal aura lieu le 22 novembre. C'est un samedi ou un... C'est un samedi, donc ça aura lieu à 10h. Voilà. Je vous rappelle que j'étais en déplacement professionnel auprès d'un monsieur sympathique qui est le maire de Grasse, Jérôme Viau. 50 000 habitants à l'agglomération de 100 000. Même taille d'agglomération que nous, mais une ville de 50 000 au milieu. Qui me disait que ça faisait fort longtemps qu'il avait pris la décision de mettre tous les conseils municipaux le mardi à 14h. À la vache, dit Madame Bataille. Voilà. Puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Le mardi à 14h. Et que tous les conseils d'agglo ont lieu le jeudi à 16h. Ce qui évite les délibérations à minuit. Voilà. Hein, donc il y a pire que moi quand même. C'est ça, je voulais juste vous dire ça. Ça veut Le maire dire de Grasse, ça se vérifie. Hein, il en était très content. Ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup d'élus retraités, peut-être. Il me dit que non, et que c'est comme ça. Ils ont qu'à prendre une demi-journée. Hein? Oui, enfin c'est quand même costaud. Et donc 22 novembre à 10h, il aura le rapport d'orientation budgétaire. Et on a demandé à Jean-Marie Lejeune de nous donner des conseils pour le présenter. Voilà. Et... voilà, parce que comment tout embrouiller sans rien informer. J'ai oublié de vous dire qu'on avait été inauguré, et c'est très gentil de leur part, le bâtiment d'Aptar, où le centre de recherche d'Aptar s'était installé, qui est sur le... Bon, voilà, ils ont plutôt l'intention de continuer à travailler avec nous davantage encore. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais écoutez, ce conseil municipal est clos, et il est clos en moins de 2 heures. Ce qui est quand même, vu comment c'était parti, qu'il l'aurait imaginé. Merci, au revoir.